Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Merci d'être avec nous puisque cette émission s'appelle Les enfants de la République. Une question simple, Pierre Moscovici, qu'est-ce que représente la République pour vous? C'est quoi la République? C'est ce qui nous fait tenir ensemble comme nation, c'est une histoire, c'est aussi un ensemble de valeurs qui sont inscrites dans notre devise, la liberté, l'égalité, la fraternité, j'y ajouterais volontiers la laïcité, et puis c'est aussi un état d'esprit qui caractérise la France. Alors, on reparlera de ces sujets un peu plus tard, mais on va d'abord parler de vous, Pierre Moscovici. Le 3 juin dernier, vous êtes donc nommé premier président de la Cour des comptes, et vous tweetez, je vous cite, « Je pense à mon père, encore apatride à ma naissance, à ma mère cachée par des justes pendant la guerre, à tous ceux qui m'ont donné, et je remercie la République. » Ça a compté, Pierre Moscovici, cette filiation dans votre vie? Comme tout le monde, et peut-être parfois un peu plus que tout le monde, j'avais des parents qui étaient assez hors du commun, ils sont décédés aujourd'hui, et c'est vrai que pour eux, le parcours républicain représentait pour le coup quelque chose de formidable. C'était pas l'assimilation, mais c'était l'entrée dans un pays, dans une nation, dans une conception qu'ils avaient choisie. Deux grands intellectuels, vos parents. Mon père est venu en France en 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et fuyant les persécutions en Roumanie. Après le fascisme roumain, il avait assisté à des pogroms, il y avait échappé de peu, il avait été en camp de travail, et puis ensuite le communisme qui était pas beaucoup plus prometteur pour lui. Alors qu'il avait été communiste, et puis ma mère qui était là en France, qui est née en France en 32, mais mes grands-parents étaient arrivés en 30 ou 31, et c'est vrai que pour eux c'était ils avaient quand même fait l'essentiel. Vos grands-parents de Pologne, hein? Mes grands-parents arrivaient de Pologne, je les ai connus longtemps, heureusement. Ils parlaient surtout le yiddish, ils lisaient Unserwort le matin, ils avaient une maison, plutôt une boutique rue d'Aboukir, vendaient du tricot. Et c'est vrai que l'idée qu'un jour je pourrais moi me retrouver leur petit-fils, leur fils avec une hermine, de premier président de la Cour des comptes, premier magistrat d'un des grands ordres, l'un des plus hauts personnages de l'État quand même. Hein. Peu importe, c'est pas ça. Je garde un souvenir très précis parce que vous savez, à la Cour des comptes, il y a un cérémonial. On prête serment. On prête serment justement de servir et de garder le secret des délibérations, de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. J'ai prêté ce serment, c'était en 84, et mes parents étaient là. Et je sentais chez eux, chez mon père en particulier, une espèce d'immense fierté et beaucoup de soulagement. C'était le fait, ça y est, mon fils, il est plus que français, il est magistrat. Et il est français. Oui, mais il est entré dans une sécurité, dans un ordre qui est et voilà que 35 ans après, 36 ans après, c'est moi qui maintenant mets l'hermine et fais prêter serment à d'autres. Et c'est vrai que quand j'étais installé, j'ai forcément pensé à ce moment, j'ai pensé à eux, j'ai pensé à ce qu'ils auraient éprouvé s'ils avaient été encore là. Et parce que on précise quand même les choses, hein, parce que c'est la différence, c'est important par rapport aux autres pays. En France, le serment, c'est un serment à la République, pour la République. Aux États-Unis, c'est sur la Bible. Non, alors à l'époque, on jugerait de garder religieusement le secret des délibérations. On a retiré le religieusement depuis. Oui, mais religieusement, c'est un terme générique. Oui, générique, enfin, qui avait un sens et qui a été supprimé depuis. Mais bon, disons ça en même temps, je sais que c'est mes parents qui ont fait l'effort, qui ont fait l'essentiel. Qui vous ont mis le pied à l'étrier. Je suis quand même né français. Vous êtes bien né. Avec des parents qui étaient déjà des intellectuels, qui avaient déjà des emplois au CNRS à l'époque. Mon père était déjà docteur. Enfin bon, je dirais, mon père a eu froid. Il a eu faim en France. Et en Roumanie, je n'en parle même pas. Ma mère, pendant la guerre, a été obligée de se cacher, comme beaucoup de juifs, avec ses parents, dans un village en Lozère, qui s'appelle le Malzieu, qui a abrité des justes parmi les nations, qui a abrité des enfants juifs, dont certains... Qui a sauvé des enfants juifs. Sauvé des enfants juifs, et dont certains des habitants sont devenus des justes parmi les nations. Et donc, les souffrances, c'était les leurs. L'effort de devenir français, de prendre sa place dans la nation, c'était le leur. Mais j'en ai hérité, je ne l'ai pas oublié. Et c'est ça aussi la République. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que c'est la République. C'est pour ça que j'ai remercié la République, parce que la France a toujours et doit toujours être capable de donner sa chance à ceux qui la choisissent, mais qui la choisissent en même temps respectant ses règles. Et pourquoi alors,
combien, 70, 75 ans après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y a des problèmes au niveau de l'intégration de Français qui viennent ou qui sont issus de l'immigration. Je pense qu'il y a des responsabilités qui sont des deux côtés, même si les principales. Enfin, sur ce sujet, il faut garder des approximations. Disons que il y a aujourd'hui des jeunes, des Français qui viennent d'ailleurs et qui justement n'ont pas ce souci d'adhérer à nos valeurs. C'est ce que le président de la République appelle le séparatisme, c'est-à-dire de vivre autrement, d'avoir une adhérence ou une appartenance qui est extérieure, d'avoir des valeurs qui sont hostiles parfois. Et donc ça, évidemment, ça complique les choses. Parce que c'est familial, c'est culturel ou c'est l'islam ? Je ne veux pas entrer dans ce débat-là, ce n'est pas ma fonction aujourd'hui. Mais bien sûr, quand on pense aux formes que ça peut prendre, quand on pense à l'islamisme radical, quand on pense au terrorisme, alors il y a toute une série de nuances là. Mais enfin, on voit bien qu'il y a cette envie de s'assimiler, d'appartenir, de prendre sa place, de s'intégrer, quel que soit le mot qu'on utilise, elle n'est pas forcément là. Et puis, peut-être aussi que notre propre tradition d'accueil s'est affadie. Encore qu'il ne faut pas non plus l'embellir. Mon père, il y a un an, est paru un tome de mémoire posthume de mon père dans lequel il décrit son arrivée en France, de l'antisémitisme, et il y en avait. Et on n'était pas non plus toujours accueillis à bras ouverts quand on venait d'ailleurs. Il fallait se battre. Il fallait se battre. Il fallait se battre. Il faut toujours se battre. Et il fallait s'imposer. Et l'antisémitisme, Pierre Moscovici, vous-même, vous l'avez rencontré ? Rencontrer, oui, mais je n'en ai pas souffert. Non, je dois dire que, franchement, c'est pas quelque chose dont j'ai eu à me soucier beaucoup dans mon parcours, y compris dans mon parcours électoral, bizarrement. Oui, la première fois où j'ai été élu en 1994, j'arrive, c'est une élection que je devais perdre. J'avais fait un premier tour désastreux, puis le deuxième tour, je l'ai gagné, c'était une cantonale à Sochaux, un lieu tout à fait symbolique. Donc une ville ouvrière. Hein. Ville tout à fait ouvrière, mais dont le maire Sochaux, c'est Peugeot. Hein, Peugeot, dont le maire était de droite, et puis il a fait une campagne un peu l'extrême droite. Et puis j'entre dans la salle, et j'avais gagné, ils ne s'y attendaient pas. Donc ils étaient tous là, et c'était le chef-lieu de canton. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est parti dans la salle, dans le fond. À mort le juif. Ah oui. Va-t'en le juif. Et quand on entend ça, on se dit, c'est monstrueux. Et puis on s'en va quand même, parce qu'il y avait 150 personnes qui commençaient petit à petit à le crier, puis qui vous courent après dans l'escalier. Mais c'est la seule expérience que j'ai eue de cette nature-là. Après, que des gens m'aient détesté parce que j'étais juif, oui, qui est toujours un préjugé. Il existe encore. Je lis parfois des connotations sur moi. Voilà. Il est dilettante. Il est comme ci. Il est comme ça. Il est d'une famille qui a beaucoup d'argent. Non. Je l'ai lu. Oui, mais je veux dire, c'est surtout quelque chose qui ressort d'une forme de morphopsychologie dont je ne suis pas sûr qu'elle irait pour tout le monde. Oui, c'est vrai que ce côté dilettante, ça a marqué, en tout cas les papiers qui ont été écrits sur vous. Ça fait maintenant 40 ans, bientôt, que je 35 ans que je suis dans la vie publique, et c'est le même papier qui circule, et c'est toujours le même. Et je n'y vois pas de l'antisémitisme, mais quand même une certaine vision de ce qu'on est. Au fond, il faudrait être laborieux, il faudrait ne pas donner l'impression que c'est facile. Voilà, il y a des connotations parfois. Connotations. Alors, après on parlera d'autres sujets, mais quand même, alors que malheureusement, ça pourrait être un hommage à mes très grandes facilités. Ouais. Mais je travaille beaucoup. Vous travaillez beaucoup. Et vous êtes sorti 6e de l'ENA. Oui. Et votre père, il vous a dit quoi à ce moment-là ? Il était extraordinairement fier, mais en même temps, il m'a dit, dans le même mouvement, t'aurais quand même pu travailler un peu plus. Tu aurais peut-être été premier. J'ai dit non, peut-être deuxième. Peut-être deuxième. Et alors, parce qu'il n'avait pas totalement tort non plus. Hein. Mais enfin, bon voilà. Et peut-être que vous êtes dit ça d'ailleurs. Non, j'ai fait mes choix. Voilà. J'ai fait mes choix. J'ai mené la vie que j'ai voulu. Alors, on parlait d'antisémitisme. Cet antisémitisme, une partie de la gauche, obnubilée par la haine et la délégitimation d'Israël. Ça vous parle ou pas ? Oui, bien sûr. Mais vous savez, il y a toute une série de préjugés qui courent, et qui circulent d'ailleurs dans une forme de l'extrême gauche, dans une forme de l'extrême droite. C'est d'être à la fois anti-américain, anti-israélien, anti-européen, et forcément, je n'assimilerai pas pour ma part systématiquement antisémitisme et antisionisme. Enfin, il y a une zone de frôlement, enfin, il y a une zone de contact. Il y a deux choses différentes. Il y a l'antisionisme, c'est-à-dire la négation
de la négation de l'État juif, donc le refus que les Juifs aient un État, et être anti-israélien, c'est pas pareil. Ce sont trois notions qui sont distinctes, mais qui ont en même temps des points de contact. Et alors, quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon, votre ancien camarade, Jean-Luc Mélenchon affirmer, je le cite, qu'il y a dans ce pays une haine des musulmans déguisée en laïcité. Vous parliez de la laïcité tout à l'heure. Qu'est-ce que ça dit sur l'évolution de la gauche, Pierre Moscovici ? Encore une fois, aujourd'hui, je ne fais pas de politique et je ne vais pas me prononcer. Mais là, disons plutôt une position intellectuelle. Hein. Disons que le Jean-Luc Mélenchon que j'ai connu jadis, ardent laïque, me plaisait plus que celui d'aujourd'hui, qui en a une conception un peu particulière, qui le conduit aussi à avoir parfois des fréquentations indigénistes ou autres dont on pourrait se passer. Alors, toujours et qui conduit aussi du coup à prendre des positions qui sont ambiguës. On regarde justement de ce que sont les valeurs de la République. Je n'y insisterai pas. On n'y insistera pas. Alors, moi, je vais insister sur vous, Pierre Moscovici. Quel souvenir vous gardez de cette jeunesse des années 70 dans ce Paris intellectuel qui était celui de vos parents ? Et qui est devenu le vôtre aussi, hein ? Oui, c'était mes années d'apprentissage. Je finissais le lycée, j'entrais à l'université, puis je suis entré à Sciences Po. Donc c'était le lycée Condorcet, je crois. J'étais au lycée Condorcet, et puis ensuite je suis à l'université de Nanterre, puis après je me suis rapatrié vers Sciences Po, j'ai réussi l'ENA en 1980, quelques mois avant la victoire de la gauche aux élections présidentielles, l'alternance. J'étais un jeune homme fougueux, avec des idées plutôt proches de l'extrême gauche, mais je n'ai jamais adhéré à un parti d'extrême gauche. Vous étiez proche de LCR, on va en J'étais proche de LCR, mais je n'y ai jamais adhéré. C'est Alain Krivine qui vous intéressait ? Alain Krivine m'intéressait, mais bon, il y a aussi, pour le coup, le rapport à Israël me gênait parfois. Ah oui, déjà ? Oui, je me souviens bien le lycée Condorcet était un foyer de trotskistes. Le chef des trotskistes à Condorcet s'appelait Michel Field, imaginez-vous. Ah oui. Et il était en une classe devant moi, il y avait des mouvements lycéens et autres, j'y participais. Mais quand, pendant la guerre du Kippour, je voyais certains de mes amis, je ne les appelle pas camarades, en train de souhaiter ardemment qu'Israël soit défait, ça ne me parlait pas. Ça fait bizarre. D'autant que, mon père est venu en France, il a choisi la France. Pour lui, c'était un phare. Et il faut que nous restions un phare. Il faut quand même que nous restions un pays d'accueil. Il faut que nous restions un pays qui porte haut ses valeurs, qui ne soit pas ambigu, qui ne soit pas fermé, qui ne devienne pas lui-même xénophobe. C'est très important. Et le reste de sa famille est parti en Israël. Donc j'ai une famille Donc vous avez des cousins et... Des cousins germains. Germains en Israël. Et alors, votre filiation... Et donc, pour poursuivre sur ces années-là, voilà, c'était des années d'apprentissage. C'était des années aussi d'aspiration vraiment très forte au changement. Giscard d'Estaing est mort il y a quelques semaines. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait, pour ses réformes sociétales. Mais, je souhaitais ardemment qu'il soit défait. On va en reparler, mais là, je voudrais parler du côté... Et l'alternance était saine. On va parler de cette alternance, du côté intellectuel, ce côté intellectuel qui a marqué votre jeunesse. Cette filiation vous a permis de rencontrer beaucoup de grands intellectuels des années 70, comme les historiens François Furet ou Pierre Nora, le sociologue Edgar Morin et Alain Touraine, le poète Paul Celan. Je suppose que ces rencontres ont contribué quelque part à faire de vous ce que vous êtes devenu. En fait, tout ça se mêle. C'est déjà dans les années 60. C'était les amis de mon père, à titre plus ou moins proche. Je veux dire, quelqu'un comme Paul Celan. Paul Celan, donc, qui était roumain, et qui a une fin tragique à la Primo Levi. Qui s'est suicidé, à la Primo Levi. Je crois, en sautant d'un pont, qui était un ami intime de mon père. D'ailleurs, l'autobiographie de mon père parle beaucoup de Paul Celan, et puis d'un troisième ami qui s'appelait Isaac Kiva, qui dirigeait le laboratoire de Claude Lévi-Strauss, que je connaissais aussi. J'ai rencontré Claude Lévi-Strauss, mais disons que quand je l'ai rencontré, quand j'avais 7 ans, 8 ans, 10 ans, je voyais ce qu'ils représentaient. Et après, vous vous êtes rendu compte de ce qu'ils étaient. Je me rendais compte de qui ils étaient, mais je ne les fréquentais pas. C'était les amis de mon père, faut pas confondre. Simplement, ça donnait quand même aussi une aspiration et le sens que penser, écrire, réfléchir, tolérer, dialoguer, débattre, c'est extrêmement important. Ce qui fait qu'il y a une chose à laquelle je crois avoir toujours échappé, c'est le sectarisme. Toujours. Et j'ai toujours un côté un peu empathique. Quand je débat avec quelqu'un, j'essaie de comprendre pourquoi il ne pense pas comme moi. Et je pense que... Et ça vous ennuie qu'il ne pense pas comme vous ? J'aime convaincre. Mais non, ça m'ennuie pas. J'essaie d'argumenter. Je suis pas du genre à belliqueux, querelleur, intolérant. Alors, et ça, je l'ai appris de mes parents aussi, de cette période. Même si la politique est un combat.
Il ne faut pas le mener non plus avec naïveté ou faiblesse. Alors justement, 1980, là, un combat peut-être. Donc vous veniez du voisinage de la LCR, vous avez soutenu François Mitterrand, vous avez voté pour lui en tout cas. Donc c'était par opposition à Giscard, par opportunisme, en vous disant peut-être que ça sera bien pour ma carrière, ou par adhésion au projet du Parti Socialiste? Non, je ne dis pas du tout dans ma carrière. J'avais 23 ans, ouais. Je venais d'entrer à l'ENA, un peu par surprise, parce que je ne m'y attendais pas du tout. 6e quand même, hein? Non, ça c'est la sortie. Je suis entré dernier. Je suis entré dernier. Et complètement, oui, mais complètement par hasard. Ouais. J'étais content, mais voilà, je suis parti au service militaire. J'étais pas du tout dans une logique de carrière, non. J'étais un jeune révolté qui avait envie de changement. N'oublions pas comme que la droite dirigeait le pays depuis 23 ans. Et François Mitterrand, qu'on l'aime ou pas, et moi je n'ai jamais été un mitterrandiste ardent, était le porteur de la possibilité de l'alternance. Non, je n'étais pas favorable au programme du Parti Socialiste. Non, je n'adhérais pas à la personne ou à tous les gestes de François Mitterrand. Mais je pensais qu'il était temps que ça change. C'est pour ça que le 10 mai 1981, pour moi, comme beaucoup, était une fête. Et j'allais dire pour tous les Français, c'était une nécessité. On ne peut pas avoir un pays où c'est toujours le même parti qui gouverne. Donc l'alternance. C'est impossible. L'alternance. Et l'adhésion progressive à la social-démocratie, elle m'est venue plus tard. Pour le coup, quand je suis sorti de l'ENA et pas quand j'y suis entré. Alors, quand je suis sorti de l'ENA, c'est 1984, hein, oui. 84, et à votre sortie de l'ENA, vous rencontrez qui? Vous rencontrez Dominique Strauss-Kahn. Non, je l'ai rencontré à l'ENA. À l'ENA. Il était un jeune maître de conf idéaliste. Et quand je suis sorti de l'ENA, je l'ai appelé aussi pour lui demander des conseils. Parce que et c'est là, inspection des finances, Cour des comptes, Trésor. D'où ma confusion, c'est là, en 1984, qui vous propose de rejoindre le groupe des experts du Parti Socialiste. Vous allez devenir en 1986 le secrétaire de ce groupe des experts. C'est quoi cette manière de quelque part de faire la politique ou de vous engager pour la République? C'est une manière justement de servir la politique, la République, pardon, ou de commencer à faire carrière? Écoutez, j'étais un jeune haut fonctionnaire. Ouais. La gauche était au pouvoir. J'avais envie qu'elle réussisse. En 1984, elle était dans une situation extrêmement difficile. Je mesurais que l'extrême gauche était une impasse. Et puis, il y avait des choses qui m'ont toujours retenu. C'est que, pour le coup, j'ai toujours été extrêmement pro-européen. Je n'ai jamais été anti-américain. Et donc, je ne partageais pas certains préjugés qu'on pouvait avoir. Et j'ai rencontré cette personnalité, Dominique Strauss-Kahn, qui était intellectuellement vraiment très remarquable, et puis en plus très sympathique. Il n'avait pas le même physique qu'aujourd'hui, hein, non, il a beaucoup changé. Quelques années après. Ce qui est très étonnant. Des grosses lunettes. Ce qui est très étonnant chez Dominique Strauss-Kahn, c'est que, vous savez, si quelqu'un vous parle de moi, quand j'avais 30 ans, j'ai perdu mes cheveux, j'ai une autre tête, etc. Mais je suis le même. Dominique Strauss-Kahn, celui que j'ai connu à 35 ans, c'était pas le même. C'est-à-dire, c'est quelqu'un c'est comme si quelque chose s'était débarrassé de certaines peaux. Et il était un homme totalement différent dans son comportement, dans sa psychologie. Il a toujours eu cette brillante intelligence. Je pense qu'il était moins compliqué à certains autres égards, mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Et donc, et surtout un don de pédagogie. Donc, je me disais que cet homme-là était quelqu'un qui j'ai envie de travailler. Il m'a attiré dans un groupe d'experts. Un groupe d'experts, c'est pas grand-chose. Il m'a présenté à Lionel Jospin, qui a voulu faire de moi son directeur de cabinet, ce que j'ai refusé. Et je suis devenu secrétaire du groupe des experts. On était en 86, la droite venait de reprendre le pouvoir. J'avais envie que, pour le coup, la gauche le retrouve. La cohabitation était dure, c'était quand même Pasqua, Malek Ousekine, la loi de Vaquet, etc., etc. J'ai participé, je n'avais pas de souci de carrière au sens propre du terme. À partir du moment où je suis devenu un membre de la Cour des comptes, je me voyais bien faire une vie administrative, et je me voyais bien être un compagnon de route de la politique. Je pouvais imaginer être un jour, je sais pas quoi, directeur de cabinet d'un ministre, du Premier ministre, secrétaire général de l'Élysée. Mais j'avais plus l'image de moi comme d'un futur très haut fonctionnaire. Je ne me voyais pas un jour sur une affiche avec ma binette. Et j'en avais peur. Peut-être justement parce que... Par timidité ou quoi? Timidité personnelle sans doute, et aussi parce que justement j'étais d'origine étrangère. Et que mon père s'était toujours vécu comme un métèque. Je me souviens de mon père dans ces dernières années, quand j'étais moi ministre des Finances, et il me disait, j'ai peur pour toi, ils vont te faire du mal. Ah oui. Et toute sa vie... Et là, c'est toujours l'antisémitisme, quelque part. Oui, mais ça c'était aussi... il était fatigué, il avait sa propre... Ils vont te faire du mal. Ils vont te faire du mal. Et il a toujours pensé que j'aurais été mieux en seconde ligne qu'en première. Et quelque part... C'est quelque chose que j'avais un peu intériorisé, jusqu'à ce qu'un jour Lionel Jospin, qui était extrêmement important pour moi, me distingue et me dise que j'avais les qualités pour faire de la politique, me fasse entrer au secrétariat national du Parti Socialiste, au Congrès en 90, j'étais plus jeune membre, me dise ensuite qu'il fallait que j'aille à l'élection,
qui m'a mis le pied à l'étrier. Et à partir de ce moment-là, je me suis pris au jeu. Mais je pense que, au fond, la distance, l'espèce à la fois d'engagement, mais en même temps de retenue, je l'ai toujours eu, je l'ai toujours gardé. Puisqu'on parle de carrière, le fait que votre ancien directeur de cabinet, Alexis Kohler, soit devenu le secrétaire général de l'Élysée. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Et qu'est-ce que représente pour vous Alexis Kohler ? C'est qui cet homme ? Je vais mettre Alexis Kohler dans quelque chose de plus large pour moi. C'est-à-dire que je suis un fils d'enseignant. Je suis un enseignant moi-même. Et j'ai toujours eu le désir de transmettre ses valeurs, de transmettre ce que je savais, de transmettre aussi mes convictions. Et de transmettre aujourd'hui à votre fils, hein ? Oui, mais je suis encore enseignant. J'enseigne à Sciences Po, j'enseigne à Columbia, j'enseigne à Bruges, je fais des conférences ici et là, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Et c'est ce qui a fait que j'ai toujours été, en politique, quelqu'un qui repérait des jeunes et qui leur donnait leur chance. Beaucoup. Vincent Payon, Marisol Touraine, Aquilino Morel, dans des styles extrêmement différents. J'étais dans l'idée qu'il fallait avoir des bons, des meilleurs. Mais en fait, vous faites avec les autres ce qu'on a fait avec vous, quelque part. Peut-être. Mais là encore, c'est aussi quelque chose de la pédagogie. Et puis c'est vrai que beaucoup de ceux qui étaient avec moi dans mon cabinet ont choisi d'aller avec Emmanuel Macron. Vous citez Alexis Kohler, qui est un ami, qui est quelqu'un de, pour moi, très remarquable, un homme extrêmement intègre, brillant, qui je conserve encore aujourd'hui des relations étroites, respectueuses, mais étroites. On ne confond pas la politique, là je parle mais on travaille très bien ensemble. Je crois qu'on a une relation d'estime mutuelle très forte. Mais d'autres, tenez, je suis quand même le seul ancien ministre dont 2 conseillers sont ministres. Julien de Normandie était mon conseiller technique. Et Cédrico était mon attaché parlementaire et mon conseiller technique. Et puis, à peu près comme l'essentiel de mon cabinet est allé chez Macron. Pourquoi ? Parce que je crois qu'ils étaient, comme moi, des sociodémocrates, qu'ils ont été déçus par le quinquennat de François Hollande et qu'ils ont attendu autre chose et trouvé autre chose ailleurs. Vous aussi, vous avez été déçu par le quinquennat de François Hollande ? Oui. Oui. Pourquoi ? Je pense que François Hollande, qui est un homme d'une intelligence brillante, on pensait avant 2012 qu'il serait un mauvais homme d'État et un brillant chef politique, parce qu'il avait pendant 10 ans animé le Parti Socialiste, fait des synthèses, etc. Et en réalité, comme homme d'État, il n'a rien fait qui soit déshonorant. Il a été très ferme sur la sécurité, il n'a jamais divisé les Français. En politique européenne, il a été tout à fait honorable. L'action qu'il a menée au Sahel, très remarquable. Et sur le plan économique, il a fait une adaptation en matière de politique de l'offre qui était nécessaire, même s'il y a eu au départ un coup de patin fiscal. Et vous étiez son ministre des Finances. Tout à fait considérable, et j'étais son ministre des Finances, mais j'ai aussi souligné le ras-le-bol fiscal. Mais bizarrement, sur le plan politique, et sur le mode de gouvernance, mais malgré tout, pendant qu'il était président de la République, le Parti Socialiste, magnifique formation politique, centenaire. Ça a été la déchéance, hein, a explosé. Et a disparu. Vous dites comme Olivier Faure, c'est de sa faute ? Je dis ce que disait Lionel Jospin, qui reste quand même pour moi un de mes maîtres, que quand arrive un accident de cette nature-là, le plus haut responsable ne peut pas s'en dégager. Ça veut dire que son avenir est... Il n'y a plus d'avenir politique, François Hollande. Je ne fais pas de... La politique, c'est tellement compliqué. Et on ne sait jamais qui a de l'avenir ou pas en politique. Il a toujours de l'envie, manifestement. Il a des qualités. Mais je l'ai écrit. Je peux le redire. Pour moi, ex-président ne rime pas avec futur président. Et ex-président, c'est quelque chose de particulier parce qu'on a été président de la France. On doit apporter son expérience à qui ? Aux Français d'abord, parfois à sa famille politique. C'est ce que s'efforce de faire Nicolas Sarkozy. C'est ce que François Hollande pourrait faire aussi. Vous avez voté Emmanuel Macron au premier tour ? Mon vote est secret. Oui, mais... Non, si je dis que le vote est secret, le vote est secret. Vous n'allez pas me dire que vous avez voté à Benoît Hamon ? Mon vote est secret. Votre vote est secret. Alors on s'imagine ce qu'on veut s'imaginer. Mais il y en a un qui n'est pas secret. C'est le deuxième tour. Pourquoi est-ce que je vous dis que mon vote est secret ? Parce que si j'avais choisi, à l'époque, de poursuivre dans la politique et de m'engager en marche, je l'aurais fait.
Donc après, mon vote, c'est mon vote, mais c'est le vote d'un citoyen. Je n'ai pas participé. C'est pas le vote d'un homme public, c'est ça? Je n'ai pas participé à cette aventure politique-là, non. Alors, de 88, comme vous le disiez, vous entrez au cabinet de Lionel Jospin au ministère de l'Éducation. 93. Mais je connaissais bien. Oui, Macron, vous connaissez bien. Et on a oublié de parler d'une chose. Vous parlez de François Hollande. Les cours que vous donniez avec lui en même temps que lui à Sciences Po. Oui. C'est vrai qu'il était plus dilettante que vous? Non, puis il était plus imprévisible. C'était, c'est un homme extrêmement drôle, qui est très habile comme ça. Et disons que on faisait un cours à deux voix. Chacun faisait un exposé, comme on disait. Puis après il y avait un débat avec les étudiants. On avait un succès. Il paraît qu'il y avait au moins 600 personnes. Il y avait 600 personnes. Il y avait des gens à nos pieds. Enfin, c'était vraiment un truc de rockstar de Sciences Po. Hein. Et donc des cours plutôt d'économie. Hein. Totalement liés à l'économie. Voilà. Et donc moi j'étais là tout le temps. Une fois sur trois, il était à l'heure, normalement, il faisait son cours. Une autre fois sur trois, il arrivait en retard, mais il faisait quand même son cours. Et une autre fois sur trois, sans prévenir, il n'était pas là. Ce qui fait que j'avais toujours un deuxième, une espèce de deuxième anti-sèche dans la poche pour parfois le suppléer. Voilà. Ça, c'est les souvenirs de Sciences Po. Alors, donc, 88, Jospin, son cabinet. 93, première candidature aux législatives à Montbéliard, vous échouez. 94, premier mandat européen. 97, vous devenez député en même temps, ministre des Affaires européennes. Vous êtes le seul ministre ministre européen de la 5e République à être resté 5 ans à ce poste. Et puis donc 97-2002, c'est la cohabitation Chirac-Jospin. Qu'est-ce que vous avez appris de cette période? Et on se souvient des imitations que vous faisiez de Jacques Chirac à l'époque. Hein. D'abord, ça a encore renforcé mon sentiment européen. Et c'était quand même une époque extraordinairement palpitante, parce qu'on l'a oublié aujourd'hui. Et puis on est passé à l'euro. Il s'est passé pendant celle-là 2 événements tout à fait considérables. Le premier, c'est en effet le passage à l'euro, et tout ça a été décidé pendant que nous étions aux responsabilités. Là, Dominique Strauss-Kahn, qui était le ministre des Finances, a joué un rôle tout à fait éminent pour la France et la crédibilité qui lui permettait de se qualifier sans problème pour l'euro et de faire avancer la cause. Mais nous l'avons fait ensemble, la France se portait extrêmement bien. Et puis la deuxième chose, on n'en parle plus jamais, mais c'est l'élargissement de l'Europe aux pays d'Europe centrale et orientale, qui, pour moi, représentait quelque chose de particulier. Parce que vous étiez ministre des Affaires européennes. J'étais ministre des Affaires européennes. J'ai passé des dizaines, plus de 60 voyages dans ce qu'on appelait les PECO à l'époque. Et quand vous allez en Roumanie, par exemple, vous ressentiez quelque chose de particulier? C'était très compliqué, oui, particulier. Et en Pologne aussi, puisque votre c'est une des rares divergences que j'ai eues avec mon père, qui était quand même quelqu'un avec qui je m'entendais très bien, avec qui j'avais des échanges familiers, fructueux, et pour qui j'avais une grande admiration. C'est sur la Roumanie. Je crois que c'était en 2004, c'était plus tard, mais j'étais devenu vice-président du Parlement européen, et mon rapport, le grand rapport que j'ai fait, c'était sur l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne. Donc je vais en Roumanie et je rencontre le Premier ministre de l'époque, Călin Popescu, Călin, bref. Peu importe. Mais qui est toujours, je crois, le président du Sénat. Et il me remet la Légion d'honneur roumaine, quand je commande la Légion d'honneur roumaine, et puis il me dit, votre père ici, c'est un type considérable, il me donne un journal avec 8 pages sur lui, il me dit, on l'invite à venir à notre université, je lui donnerai la même décoration que vous, ou plus, c'est quelqu'un de formidable, ce sera un héros ici. Il parlait parfaitement français, comme parlaient les Roumains à l'époque, parce qu'il y a cette francophilie. Je rentre à Paris, et je donne à mon père le journal, je lui montre la décoration, et je lui dis, t'attends. Il me dit, ton journal, j'en veux pas. Cette décoration, j'en veux pas. Je n'y retournerai jamais. Ah oui. Et tu as tort de les faire adhérer à l'Union européenne. Je dis non, je pense que j'ai raison. Et il y avait un peu les deux. Et alors, aujourd'hui, vous dites j'ai eu tort? J'ai eu raison de les faire adhérer à l'Union européenne, mais le pari prend du temps à être gagné. Mais il le sera. Et d'ailleurs, le clivage gauche-droite, est-ce qu'il a été remplacé par le clivage européen anti-européen ou par autre chose? Il se superpose. Ouais. Il y a effectivement, pourquoi le cacher, une montée des forces nationalistes, du sentiment antidémocratique, de ce qu'on appelle le populisme. Et là, c'est comme une ligne de clivage. C'est des gens avec qui on ne peut rien avoir à faire de commun. Notamment, parce que vous me demandez mon vote du premier tour. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il est secret? C'est parce que je n'ai pas participé à l'aventure. J'étais quand même un homme politique. J'ai été membre du PSE, donc je ne me suis pas impliqué. Après, personnellement, ce que j'ai fait ce jour-là... Bon. Mais au deuxième tour, ouais. Évidemment... Et là, pour le coup, il n'y a pas de secret. Et donc, oui, cette ligne de clivage, elle existe. Mais elle ne remplace pas, elle se superpose au clivage gauche-droite, qui est, au fond, malgré tout, de savoir quel sort on réserve aux inégalités dans une société. On va en parler. Et alors, Et de ce point de vue-là, je reste dans mes idées, totalement inchangé, même si
pendant toutes les années où je serai à la Cour des comptes, et elles sont encore nombreuses, je ne ferai aucune forme de politique, je ne prendrai aucune forme de parti, et je ne prendrai aucune forme de position. Et est-ce qu'Emmanuel Macron, pour lui, est-ce que vous avez l'impression que pour lui, la lutte contre les inégalités est quelque chose d'important qui compte ? Oui, je pense que ça compte aussi. On l'a vu depuis le début de la crise ? En tout cas, il y a une volonté de ne pas laisser de côté ceux qui étaient victimes de la crise. Mais les inégalités, elles sont là. Il faudra faire encore plus demain, j'en suis sûr. On va en reparler. Vous avez été l'un des premiers à plaider Pierre Moscovici pour une candidature à la primaire socialiste de Dominique Strauss-Kahn. C'était en 2011, ou peut-être même avant. Une candidature cisaillée, anéantie par l'affaire DSK. Cette affaire, ça a été un traumatisme pour vous ? C'était un traumatisme pour la gauche. Oui, mais vous qui avez été son ami. L'histoire eût été différente. Je reste persuadé que Dominique Strauss-Kahn aurait gagné cette primaire assez facilement. François Hollande s'était bien préparé, c'était un compétiteur valeureux, mais enfin, bon, c'était parce que dans une primaire sincère, je ne sais pas si Dominique Strauss-Kahn aurait gagné l'élection présidentielle. Voilà, est-ce qu'il aurait été un bon président, est-ce qu'il aurait pu gagner ? Si, je pense qu'il avait gagné, il aurait été un bon président, mais il ne pouvait pas gagner puisque tout ça existait déjà. Il y avait d'autres affaires qui étaient là, on ne les connaissait pas. Alors, évidemment, ça a été un choc terrible pour la gauche, mais c'est un choc politique. Pour le reste, mes relations personnelles avec Dominique Strauss-Kahn étaient différentes depuis déjà quelques temps. Depuis le congrès de Reims. En 2008, j'étais toujours convaincu qu'il devait être le candidat, parce qu'il était simplement le meilleur, mais nos relations personnelles étaient beaucoup plus fraîches. Mais quand vous avez appris ce qui s'est passé à New York, vous avez eu du mal pour lui, du mal pour la France, du mal pour votre famille politique ou du mal pour vous ? Pas pour moi, non. Non, souffrir pour un ami, quoi. C'est ça que je veux dire. J'étais très désarçonné, comme tout le monde. J'ai aussi du mal pour cette femme qui avait été victime de ça. Et alors donc, Air Hollande, donc comme vous disiez tout à l'heure, elle a débouché sur une débâcle du PS. Vous l'expliquez uniquement par l'action ou la non-action de François Hollande, ou parce que c'était la fin d'un cycle ? C'était la fin d'un cycle depuis longtemps. Nous n'avions plus de clarté idéologique. Nous étions très divisés, sans que j'ai cru jamais aux thèses de Manuel Valls sur les gauches irréconciliables. Et aujourd'hui, vous n'y croyez pas ? On n'a pas fait l'effort de se réconcilier. Aujourd'hui, vous n'y croyez pas non plus à le fait qu'il y ait deux gauches irréconciliables. Mais je pense qu'on les a laissés devenir irréconciliables. Je pense qu'on les a laissés s'écarter. Vous parlez tout à l'heure de Benoît Hamon. Ce que je crois, c'est que il n'est pas logique qu'il y ait eu des frondeurs pendant le quinquennat de François Hollande. Et c'était évitable. Voilà. Somme toute, je ne pense pas que Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg aient été plus éloignés de Vincent Payon, de moi ou de François Hollande que les communistes l'étaient de Lionel Jospin entre 97 et 2002 ou les Verts. Et pourtant, ça tenait ensemble. Mais ça, fait partie d'une sensibilité politique. Et pour le coup, j'évoquais Manuel Valls, il a aussi pas mal tendu les choses. On l'a laissé faire. Il a eu son rôle. Oui, mais c'est toujours, encore une fois, le chef qui est là pour cheffer et pour dire aux uns aux autres comment on fait. Donc le chef qui est là c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et par ailleurs, il y a des questions qui nous divisaient, qui divisaient les socialistes, comme les questions européennes, bien sûr. J'évoquais tout à l'heure mon parcours européen après 2004. J'ai été un des auteurs de la Constitution européenne. J'ai fait campagne pour le oui au traité constitutionnel européen en 2005. Ça c'était une question fondamentale. Nous n'étions plus clairs. Et quand on n'est pas clair, on n'est pas non plus intelligible. Et François Hollande a pris un certain parti. J'ai dit celui de la politique de l'offre, celui du sérieux de gauche. Et le peuple de gauche n'était pas forcément acclimaté. Et vous savez, quand on ne dit pas aux gens ce qu'on va faire, et qu'on ne fait pas ce qu'ils attendent, forcément... Et est-ce qu'on sait ce qu'on va faire ? Est-ce que François Hollande savait ce qu'il voulait faire et ce qu'il allait faire ? Vous le côtoyez assez régulièrement. Je pense assez raisonnablement, mais on était aussi dans une période de crise terrible, ça on l'oublie, les 0% de croissance. Et on est en période de crise. Avant de parler de la crise, Emmanuel Macron, est-ce que vous avez pressenti, puisque vous étiez ministre des Finances, lui était à l'Élysée, vous étiez en contact avec lui de manière assez fréquente, est-ce que vous aviez pressenti qu'il pouvait devenir président de la République, qu'il pourrait avoir cette ambition ? Qu'il était une personnalité très particulière, avec de l'audace, du talent, de l'intuition, de l'ambition. Oui, ça se voyait. Qu'il pouvait être président de la République et qu'il le souhaitait,
on pouvait à la limite l'intuiter. Ah oui. Oui, parce que mais que cela se passe en 2017, là, il fallait franchement être grand devin. Et je pense que lui-même, d'ailleurs, c'est venu en marchant. Et il n'est devenu président, lui-même évoque une présidence par effraction, que parce que, justement, le système autour de lui était tellement vermoulu, le président tellement affaibli, qu'il y a un espace qui s'est offert. Et après, il faut avoir le courage, il faut avoir l'audace, il faut avoir le talent de saisir cette opportunité. Et il l'a fait. Mais voilà, donc non, 2017 n'était pas prévisible et qu'on ne me raconte pas que quelqu'un en 2012 pouvait voir 2017. Peut-être même pas Emmanuel Macron lui-même. Mais qu'Emmanuel Macron soit... ambitieux non, pas ambitieux. Qu'il ait des capacités et une volonté, ça se voyait, oui. La crise sanitaire, Pierre Moscovici, elle bouleverse tout, elle change tout. Elle change nos vies, déjà. Non, mais vous, en tant que premier président de la Cour des comptes, au niveau économique, budgétaire, au niveau de l'avenir de la France, elle change tout, et de l'Europe d'ailleurs, et du monde. Elle change énormément. Je vais prendre un exemple qui est proche de ce que je fais, bien sûr, c'est les finances publiques. Nous allons vivre pendant 10 ans au moins avec une dette publique supérieure à 100% du PIB. Nous allons vivre pendant au moins 5 ans, 4 à 5 ans, avec des déficits budgétaires supérieurs à 3%. Nous avons aujourd'hui un taux... Et quand vous dites déficit budgétaire supérieur à 3%, supérieur à 3,5%, proche de 4%, peut-être au-delà? Nettement supérieur à 3. Voilà, 3 c'est le critère qui existe aujourd'hui dans l'Union européenne, et ça veut dire qu'on est obligé de penser les choses différemment. Deuxième chose, la dépense publique ne peut plus être considérée comme un ennemi. Quand on est dans une situation comme celle que nous vivons, qui est exceptionnelle, à crise exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Ça veut dire que la dépense publique est redevenue ou est devenue une vertu républicaine? Ça veut dire que la dépense publique est une nécessité économique, une nécessité sociale, dans des moments comme celui-ci, une nécessité sanitaire, bien sûr, mais du coup, le regard doit changer. C'est-à-dire, on doit se dire, non pas comment est-ce qu'il y a trop de déficit, mais comment est-ce que dans l'avenir, on peut avoir une dette soutenable pour que nos enfants ne soient pas écrasés sous le poids de la dette dans quelques années. Et deuxième chose, c'est pas seulement la question de combien on dépense, c'est de comment on dépense, quelle est la qualité de la dépense, où est-ce qu'on doit mettre les priorités. Et ça c'est vrai que par exemple, la Cour des comptes a pu être accusée souvent d'avoir un discours austéritaire. Moi, je dis toujours non. Et vous dites que la Cour des comptes doit sortir de la logique austéritaire. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas considérer que la dépense publique en soi est un mal. Ça veut dire qu'il ne faut pas chaque fois regarder chaque euro en soi ou pour soi. Ça veut dire qu'il faut être sérieux et se demander avant tout à quoi sert la dépense publique. Est-ce que l'argent public est bien dépensé? Quelle est sa performance? Quelle est son efficacité? Est-ce que l'argent public va au bon destinataire, au bon endroit? Est-ce que ça permet d'avoir une économie plus forte? Est-ce que ça permet d'avoir une société plus juste? Est-ce que ça permet d'avoir une transition écologique? Est-ce que ça permet de financer un système sanitaire qui soit meilleur? Et donc oui, ça change quand même beaucoup dans l'approche qu'on peut avoir des politiques publiques. Et quand vous dites la dette, ça va rester pendant 10 ans? Au moins 10 ans, oui. Au moins 10 ans supérieur à 100%. Oui, c'est ça. Mais quid de la dette Covid? Comment on fait pour la rembourser? C'est une des questions qui se posent maintenant. Mais vous avez des idées en tête, des pistes? Oui, bien sûr. Alors comment Je ne vais pas les donner maintenant. À ceux qui disent on peut l'effacer, qu'est-ce que vous répondez? Alors, le débat sur la dette, il est devant nous. Parce que le débat sur la dette, il risque d'être l'un des débats à la présidentielle. Oui, et je ne veux pas improviser là-dessus, parce que d'abord, en tant que premier président de la Cour des comptes, l'institution que je préside va être au premier rang dans ce débat. Et donc, on va le faire sérieusement. Mais il y a une chose que je veux dire, ceux qui nous écoutent, on doit le savoir. On n'annule pas une dette. On ne monétise pas une dette. On ne mutualise pas une dette intégralement. Ceux qui pensent qu'on va l'effacer dans le Quand vous dites intégralement, ça veut dire qu'on peut effacer une partie. Il y en a une partie que la Banque centrale absorbe. Il y en a une petite partie qu'on mutualise. C'est le dernier plan de relance européen qui, de ce point de vue-là, est historique. Et il y en a une partie qu'on reporte parce qu'on allonge, qu'on appelle les maturités. On va le reporter pendant combien de temps comme ça? Ça peut aller jusqu'à quand? Ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans? Certains disent 50 ans? Mais c'est un des grands... séculaire? On va avoir des choix à faire. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas dire. Par exemple, certains disent la Banque centrale n'a qu'à annuler la dette. Effacer la dette. Effacer la dette. Mais ceux-là ne connaissent ni les traités, ni la composition de l'Union européenne. Oui, elle ne le fera pas. Et donc, je pense que sur cette affaire-là, il faut traiter ce débat avec beaucoup de sérieux, beaucoup de compétences, sans démagogie, sans mensonge. Et oui, une dette finit toujours par se rembourser, au moins partiellement, et à une échéance qu'il faut définir.
Et elle se fait aussi, ce remboursement se fait dans des conditions dont on doit tenir compte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de dire que la dette n'est pas un problème à très court terme? C'est parce que les taux d'intérêt sont très bas, et même négatifs. Et le risque, c'est qu'il remonte. Vous êtes père de famille, vous êtes grand-père. Moi, je suis père de famille. J'ai fait ça très tard, à 60 ans. Qu'est-ce qui va devenir à nos enfants dans 20 ans? Quel monde leur laissons-nous? Et c'est pour ça que les questions du réchauffement climatique, de la lutte contre les pandémies, la question de l'endettement, sont des questions sur lesquelles on doit réfléchir, pas seulement en responsable politique, mais en citoyen, en pensant à l'avenir. La vie de certains, elle est faite. En citoyen, d'autres états à faire. En pensant à l'avenir, qu'est-ce que vous pensez du procès en incompétence qui est fait au gouvernement sur la crise, hein? En clair, la France a-t-elle vraiment tout faux depuis le début de la crise et jusqu'à cette séquence vaccin? Non, mais je ne suis pas du tout là pour faire ce genre de commentaires. Ouais. Évidemment, le gouvernement et le président de la République sont au front. Ils se battent. On n'a jamais tout faux. Et il y a toujours des choses à améliorer. Et ça, je crois qu'on est devant quelque chose de tellement inédit que ce genre de jugement est un juge sans intérêt, et même totalement faux. Et c'est la raison pour laquelle il faut être assez humble. On ne sait pas tout sur ce virus. Assez humble, ça veut dire il faut éviter de critiquer et voir un peu ce qui se passe et prendre un peu de distance. Il faut d'abord être dans l'action. Il faut combattre les choses, et puis ensuite, il faut être capable de s'adapter au fur et à mesure, parce que la situation est extraordinairement mouvante. Mmh. Voilà, donc c'est à la fin qu'on saura ça. Et un des rôles de la Cour des comptes, c'est justement d'évaluer les politiques publiques, de se dire, est-ce que ça a été bien fait? Mais il ne faut pas le faire avec un procès politique qui n'a pas de sens. Il faut le faire en se demandant, in fine, est-ce qu'on a pris les bons choix? Procès politique a envoyé qu'un certain nombre de ministres ont été renvoyés devant la Cour. Ça, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que ça vous... Comment ça vous fait réagir? Ces perquisitions qui ont eu lieu? Non, mais ça, il faut toujours respecter la justice dans un pays. Quand on est ministre, on sait aussi que ce genre de risque existe. Mmh. Il faut aussi faire son travail. Ça ne peut pas paralyser l'action politique? Ça peut rendre prudent. Mais un des honneurs de l'action politique, c'est justement de faire son travail quoi qu'il arrive. La présidentielle de 2022, Pierre Moscovici, va se jouer sur quoi? Sur la gestion de la crise sanitaire, sur la crise sécuritaire ou sur le social? Impossible à dire aujourd'hui. C'est ça qui fait tout le charme de cette élection présidentielle 2022, c'est qu'elle est a priori imprévisible et illisible. Donc on en saura un petit peu plus quand on sera sorti de la crise de la Covid. On verra comment les Français... Si elle sort avant la présidentielle. Si on en sort avant la présidentielle. Comme disait Léon Blum dans son dernier éditorial, je l'espère et je le crois, et je le crois parce que je l'espère. Oui, vous l'espérez en tout cas. Et est-ce que le pire est possible? C'est-à-dire, est-ce que Marine Le Pen peut être élue cette fois-ci président de la République? Rien n'est exclu. Ne croyons pas que l'extrême droite soit affaiblie, elle ne l'est pas. Ne croyons pas que le populisme ait disparu. Ne croyons pas que la colère et le ressentiment soient annihilés. Ne pensons pas que le dégagisme n'existe plus. Écoutez, regardons pas si loin de nous l'élection présidentielle américaine. Eh ben justement, c'est pour ça que je vous pose cette question. Donald Trump a été battu, et très nettement battu. Et je pense que les Français ne sont pas prêts à élire Marine Le Pen. Il a quand même fait 47% des voix. Et on ne sait jamais la façon dont ça se noue. C'est pour ça qu'il faut rester à la fois extrêmement combatif et extrêmement vigilant. Et tout à l'heure, vous me parliez des clivages. Mmh. Le clivage gauche-droite, pour moi, il existe toujours. Je pense que c'est pas la même chose. Et qu'on a en nous quelque chose qui appartient à ça. Mais le clivage entre ceux qui sont populistes et ceux qui sont démocrates, attachés aux institutions, attachés aux valeurs, attachés au fonctionnement de la démocratie, il est très très puissant. Et ce qui se passe aux États-Unis doit servir de repoussoir absolu. Et il faut tirer des leçons de la présidentielle américaine? Bien sûr. D'abord, qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance, parce qu'on pensait que Donald Trump perdrait beaucoup plus. Deuxièmement, il y a de la violence possible dans une société, dans la politique. Et vous la ressentez en France? Certains ont fait le parallèle entre ce qui s'est passé au Capitole et les Gilets jaunes. Non, je ne ferai pas il y a comme une grosse différence. C'est que ce qui s'est passé au Capitole, c'est le président américain qui a été chercher les forces d'extrême droite et qui avait quelque chose de très politisé là-dessous. Non, je ne fais pas ce parallèle, mais il faut être toujours très vigilant. Le Front National, le Rassemblement National, pour lequel je n'ai aucune sympathie, n'a pas pris ces dernières années des positions aussi extrêmes que celles qu'on peut trouver dans l'extrême droite américaine ou celles qu'on a pu trouver dans d'anciennes générations du Front National. Mais ça peut revenir. Parce que derrière tout ça, en sous-jacent,
il y a toujours le ressentiment et la violence. Ressentiment et la violence, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Même avant 2017, on a vu cette violence monter en France, cette haine, cette haine anti-Macron, vous la comprenez ? Il y a une haine anti-Macron. Il y a plus généralement une espèce de haine irrationnelle des élites, dont forcément il est l'incarnation première, étant le président de la République, mais dont d'autres sont aussi l'objet. Je suis très conscient qu'étant à ma place, je me dois d'être exemplaire, par exemple. Et on arrive à la fin de cette émission. Mardi va commencer l'ère Biden. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle ère américaine, de ce nouveau président américain ? J'attends beaucoup, en réalité. Je pense que Joe Biden est un homme qui a beaucoup souffert, qui connaît bien la politique américaine, qui connaît bien le monde, et qui aura à cœur d'abord de remettre l'Amérique dans le multilatéralisme. Et le fait que l'Amérique, par exemple, revienne dans le cadre des accords de Paris, qu'elle revienne à l'OMS, qu'elle prenne toute une série de dispositions propres pour le changement climatique, qu'il ait une volonté d'unifier, d'apaiser, tout ça, ça va quand même beaucoup changer le paysage. Après, la grande difficulté pour lui, c'est d'arriver à réunifier les Américains, à rassembler aussi les parlementaires, à trouver à nouveau un travail bipartisan. Mais le fait, vous savez, en fait, il y a eu deux choses très importantes. Il y a eu l'élection présidentielle, bien sûr, mais surtout, d'une certaine façon, les élections en Géorgie. Parce que ces deux sénatoriales ont donné la majorité à Biden, et donc il a les moyens d'action. Et il a choisi par ailleurs des équipes que je connais bien. Anthony Blinken est un ami, Janet Yellen est quelqu'un d'absolument formidable, qui sont des gens qui connaissent le monde, aiment l'Europe, sont des vrais progressistes. Donc j'ai beaucoup d'espoir, sans être aveugle. Je vois aussi les difficultés, les limites. Merci en tout cas Pierre Moscovici d'avoir répondu à notre invitation, et à dimanche prochain. Merci. Merci.